Bonjour tout le monde, c'est Naofae, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la vie magique au Royaume-Uni, et ça va être une vidéo assez terre à terre puisque je vais vous parler pognon, ou plus spécifiquement, comment bien vous préparer si jamais vous voulez emprunter de l'argent un jour ou l'autre. Tout de suite les sujets qui fâchent là. Hein. Cette vidéo s'adresse principalement aux gens qui comptent émigrer et s'installer au Royaume-Uni, ou bien qui sont arrivés il y a très peu de temps, quelques semaines, voire quelques mois tout au plus. Les gens qui sont là depuis plus longtemps, je pense que vous devriez normalement déjà savoir ce dont je vais parler, et déjà connaître vos propres trucs et astuces pour y parvenir. Si jamais ça n'est pas le cas, écoutez bien la vidéo quand même. Je vais donc vous parler aujourd'hui du credit score, qu'on pourrait très certainement traduire en français par cote de crédit, mais je pense que je vais continuer à dire credit score parce que tout simplement j'ai l'habitude. C'est quelque chose qui existe notamment dans les pays anglo-saxons, et c'est une notion qu'on n'a pas telle quelle en France, et qui peut du coup être un petit peu difficile à appréhender quand vous arrivez ici pour la première fois. Et surtout que personne ne vous met au courant que ça existe alors que tout le monde le sait. Le credit score est un indice chiffré qui permet à un organisme de crédit d'évaluer votre capacité à repayer vos dettes. Ça va donc tenir compte de deux choses. Est-ce que vous êtes capable d'effectuer des paiements réguliers en vue du remboursement d'une dette? Et est-ce que vous êtes capable de les effectuer à temps? Parce que être régulier mais avec 3 mois de retard à chaque fois, ça n'est pas très bon. Pourquoi c'est dans votre intérêt, le jeu de mots est totalement voulu, d'avoir un très bon credit score? Parce que ça va affecter, déjà pour commencer, comme je le disais, votre capacité à tout simplement obtenir le prêt que vous désirez. Mais pas que. Ça va vous aider également à obtenir de meilleurs taux d'intérêt sur ce prêt. Parce que si vous avez juste un credit score moyen, bon, on va se dire, ah d'accord, on peut vous faire confiance, mais bon, peut-être pas, on va charger un peu plus au niveau des intérêts pour essayer de se couvrir les fesses le plus possible. Alors que si vous avez une cote de crédit absolument excellente, c'est bon, tapis rouge, il n'y a pas de souci. Un excellent credit score affectera également la quantité d'argent que vous pouvez emprunter. Et ça devient assez important dans le cas d'un prêt immobilier, ce qu'on appelle ici un mortgage, parce que ça peut faire la différence entre l'appartement que vous voulez et votre second choix par exemple. Alors bien entendu, le mortgage est également attribué sur la base du salaire que vous gagnez. On va pas vous accorder un mortgage pour un appartement en zone 1 à Londres alors que vous gagnez 10 000 livres par an. Ouais. Avec un très bon credit score, ça vous permet peut-être de gratter les 10 ou 15 000 livres dont vous auriez besoin pour cet appartement à Londres. On peut toujours rêver, n'est-ce pas? Et enfin, le credit score peut aussi influencer sur d'autres choses telles que par exemple les premiums sur votre assurance auto. Ça a l'air de rien, mais vu qu'une voiture c'est un gouffre financier, on gratte où on peut. Hein. Le problème du credit score quand vous arrivez au Royaume-Uni, c'est que, eh bien, il est égal à 0, enfin, il est tout simplement inexistant, ce qui est à peu près la même chose. Un credit score de 0 est considéré comme très mauvais, et un organisme de crédit va tout simplement partir du principe que, eh bien, en fait, vous n'êtes pas capable de repayer une dette, et qu'on ne peut pas vous faire confiance. Et s'il est inexistant, eh bien, on ne sait pas si vous pouvez repayer une dette, donc, ben, en l'occurrence, on ne va pas vous faire confiance non plus. Voilà. Bref, le principe est donc de faire monter son credit score aussi vite que possible, et vous vous doutez bien que ça ne prend pas que quelques jours ou quelques semaines. Ouais, tu ne crois pas si bien dire. Je vais donc vous parler de quelques trucs et astuces qui vont vous permettre d'obtenir ce résultat. Pour commencer, la base de la base, cela va sans dire, il vous faut un compte bancaire. De préférence un compte bancaire britannique parce que ça facilitera la tâche aux organismes de vérification de votre credit score. Après ça, ce serait bien également que vous ayez une identité légale qui soit très facilement vérifiable, et vous pouvez faire cela en vous inscrivant tout simplement sur les listes électorales de l'endroit où vous habitez. Cela vous donne donc une existence, comme dit, une identité facilement vérifiable, à savoir cela dit que quand vous déménagez, il faudra vous réinscrire sur la liste électorale de votre nouveau quartier, de votre nouvelle ville, et ainsi de suite. Ensuite, va falloir que vous ayez en place des paiements réguliers que vous allez bien entendu honorer. Ça peut être par exemple le loyer que vous payez à votre agence de location,
Ça peut être vos factures électricité, gaz, eau, internet. Ça peut être votre facture de téléphone mobile. L'essentiel, c'est que ce soit des paiements réguliers qui partent de votre compte bancaire et mettez en place ce qu'on appelle un direct debit. C'est une sorte de paiement automatique, si vous voulez. Tout simplement, c'est plus facilement vérifiable et en plus de ça, vous n'avez pas à vous en occuper, ça part de votre compte tous les mois à la même date. Attention, parce que si vous faites comme moi, que vous arrivez et que, bien étant nouveau dans le pays, vous n'avez pas d'existence financière, vous risquez d'avoir quand même du mal à louer un appartement auprès d'une agence immobilière. Donc vous allez sans doute vous retrouver à louer soit auprès d'un particulier, soit à vivre en colocation. Il faut savoir que dans ce cas-là, si vous payez votre loyer à un particulier, par exemple si vous le demande de payer en liquide, parce qu'il y en a encore, surtout les propriétaires un peu plus âgés, il y en a encore qui demandent ça, eh bien évidemment ça ne comptera pas pour établir votre credit score. De même, quand vous êtes dans une colocation, c'est bien et tout, mais vous ne payez pas tous un petit bout des factures à chaque fois. En général, les factures sont soit au nom du propriétaire, et il ou elle récolte l'argent en même temps que le loyer tous les mois, soit ça va être l'un des colocs, normalement le plus ancien dans la coloc, qui va payer les factures et vous lui donner les sous qui correspondent. Mais quoi qu'il en soit, ça ne servira pas à vous établir votre credit score. Moi j'étais dans ce cas, et j'ai commencé en fait tout simplement par prendre un abonnement mensuel sur une carte SIM. Et ça a l'air de rien comme ça, c'est juste un petit truc, mais ça a quand même pas mal contribué au début, quand justement j'étais en coloc sans facture à mon nom et quoi que ce soit. Je fais une petite parenthèse rapide sur la taxe d'habitation, parce que quand je suis arrivée au départ en Écosse, on m'avait dit que ça pouvait contribuer au credit score. Je ne sais toujours pas si c'est exactement vrai ou pas, mais j'imagine que au moins ça prouve votre identité et ça prouve que vous savez payer des impôts. Bon, jusque-là on est d'accord, vous avez votre logement, vous avez votre compte bancaire, vous êtes inscrit sur la liste électorale, votre identité est là, il n'y a pas de souci. Maintenant, comment on fait, à partir de là, pour continuer à faire monter le credit score, ainsi que pour éviter qu'il baisse? Parce que oui, il y a des choses qui peuvent le faire baisser. De façon générale, pour le faire monter, effectuer des paiements réguliers qui sont facilement vérifiables et ne pas être en retard sur ces paiements. Tout ça, c'est évident. Dans la série des choses très utiles pour faire monter votre credit score, et c'est là que, en général, le cerveau des Français explose ou commence à se liquéfier par les oreilles, en tout cas c'était mon cas, c'est de prendre une carte de crédit. Alors je précise quand même qu'en ce qui me concerne, et sur ce plan-là je suis totalement un boomer et je l'assume, pour moi la carte de crédit c'est associé dans ma tête à quelque chose qui est utilisé par des gens qui sont en galère d'argent, qui ne gagnent pas assez pour couvrir leurs besoins mensuels, et qui sont obligés de puiser dans leur réserve de crédit pour ça. Je sais que ça n'est pas le cas de beaucoup de personnes, mais bon, que voulez-vous, moi j'ai été élevée dans l'optique de je mets l'argent de côté et ensuite j'achète cash, plutôt que d'acheter quelque chose à crédit. Bien évidemment, je suis très consciente que dans la conjoncture actuelle, et ça ne va pas en s'arrangeant, malheureusement, il n'y a souvent pas d'autres possibilités, on est plus ou moins obligé à un moment donné ou à un autre de faire un crédit, ne serait-ce qu'un petit crédit à la consommation. En tout cas, ça va vous aider à améliorer votre credit score puisque vous devez repayer des mensualités. Mais il va y avoir beaucoup de mais dans cette histoire. Deuxième explosion de cerveau ou deuxième liquéfaction, c'est selon. Il ne faut pas avoir trop de cartes de crédit. Si vous en avez une, c'est ok. Ouais, il serait bien d'en avoir deux. Si vous en avez 4, 5, 6, là c'est trop. Parce que vous allez passer pour quelqu'un qui ne sait pas vivre sans puiser dans ses réserves de crédit, et donc quelqu'un qui potentiellement est à risque de trop s'endetter et de ne plus parvenir à rembourser. Ouais, on en parle des taux d'intérêt qui sont dégueulasses absolument partout en ce moment. Et à savoir d'ailleurs justement que quand vous êtes nouvellement arrivé au pays, vous n'avez pas d'historique de crédit, donc vous allez, déjà pour commencer, vous n'allez pas postuler immédiatement le premier jour de votre arrivée pour avoir une carte, je vous conseille d'attendre quelques mois et de vous bâtir un début d'historique de crédit avant ça en payant un abonnement mobile par exemple.
Et ensuite, vous allez commencer par une petite carte de crédit, donc avec une réserve, je ne sais pas, de 300 livres par exemple, et pas de 3000, parce que sur une réserve de 3000, avec un credit score naissant, on risque très fort de ne pas vous l'accorder. En tout cas, ces cartes de crédit d'entrée de gamme ont en général un APR pas très cool. Je sais que la mienne, c'était une carte Tesco. Alors oui, Tesco est une chaîne de supermarchés, mais ils font également banque. Bref. J'avais un APR de... Je crois que c'était 32,9%, c'était absolument ignoble. Cette carte m'a vraiment servi uniquement à acheter 2-3 petites choses pour faire monter ma cote de crédit. Et je disais donc ne pas avoir trop de cartes de crédit, parce que il y a une autre subtilité. C'est qu'il ne faut pas utiliser toutes vos réserves de crédit. Ce qu'on conseille en général, c'est d'utiliser, allez, 25% de votre capacité de crédit. Si ma carte me propose un crédit de 1000 livres, je tire 250 et je les rembourse. Le maximum, ce serait 50%. N'utilisez pas votre carte à plus de 50%, parce que là, vous allez entrer dans le territoire de ah, mais qu'est-ce qui se passe si la personne s'endette un peu trop et commence à avoir du mal à rembourser? Et c'est pour ça qu'avoir trop de cartes de crédit, si vous les utilisez systématiquement, eh bien ces 25% vont gonfler. Donc au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec, au lieu d'avoir les 250 livres dont j'ai parlé, vous aurez peut-être 1000 livres à rembourser. C'est réparti sur plusieurs cartes. Et inversement, si vous avez 5 ou 6 cartes de crédit mais que vous ne vous en servez pas, bah, ça ne fait pas monter votre code de crédit non plus. Hein. Ah non, non, je cherche juste les bouts de cerveau. Bon, voyons voir ce qu'il reste à faire, parce que ça n'est pas fini, il y a beaucoup de subtilités, comme vous pouvez le constater. Conseil, vérifiez vos relevés de compte. Faites vos comptes, comparez-les à vos relevés, que ce soit vos relevés de compte courant ou de vos cartes de crédit, et soyez à l'affût de tout prélèvement bizarre dont vous ne connaissez pas la provenance ou que vous ne vous souvenez pas avoir mis en place, parce qu'il est malheureusement possible, hein, ça arrive, que vous soyez victime d'une usurpation d'identité et que quelqu'un ait mis en place des prélèvements frauduleux à votre nom, peut-être à demander une carte de crédit en usurpant votre identité, ce sont des choses qui arrivent. Donc encore une fois, faites très attention parce que ça, forcément, ça va vous envoyer en découvert, pas nécessairement autorisé d'ailleurs, hein, et ça va affecter votre credit score. Ensuite, oui, il y a encore plein de subtilités, je suis désolée. Les organismes de prêt aiment bien savoir que vous avez une certaine stabilité dans votre existence. Ça se traduit par ne déménagez pas trop souvent. Alors notamment quand vous êtes en colocation, oui, ça n'est pas forcément évident, ou alors si vous avez un emploi qui vous force à bouger d'un bout du pays à l'autre tous les ans, c'est pas toujours faisable. Mais tout simplement, le fait de déménager souvent, ça peut être perçu comme ah, cette personne n'arrive pas à payer son loyer, c'est pour ça qu'elle change tout le temps d'appartement. Donc ça peut poser problème. Idem, les organismes de prêt aiment bien voir des comptes bancaires sains et anciens. À savoir, n'ouvrez pas un compte bancaire tous les ans pour passer d'un compte à l'autre. Du coup, ça remet un petit peu à zéro votre historique bancaire et on a l'impression que vous avez un compte bancaire nouveau-né. Pareil, ça va faire poser des questions du genre pourquoi vous changez de compte bancaire aussi souvent. Si vous ouvrez un compte la première année à votre arrivée au Royaume-Uni, que vous ouvrez un compte 2 ans plus tard et que finalement vous gardez ce deuxième compte et vous n'en utilisez plus aucun autre, ça va. Au bout de 4, 5, 6 ans, le compte est considéré comme ancien. Mais méfiez-vous, parce que par exemple, surtout évitez de changer de banque 2 mois avant de faire un prêt immobilier, ça c'est une des pires choses que vous puissiez faire. Et un compte sain, dans le sens où, bien entendu, un compte où vous n'êtes pas systématiquement dans le rouge, où vous faites bien, vous effectuez bien vos paiements réguliers, quand vous avez des direct debits en place, eh bien, il y a toujours de l'argent sur le compte pour les alimenter, et ainsi de suite. Dernière chose concernant le credit score. On a vu comment commencer à le constituer. Quant aux façons de le faire baisser, eh bien, en général, ça va être de ne pas effectuer vos paiements à temps. Mais ne pas effectuer vos paiements à temps, ça implique d'autres choses également. Si ça n'arrive qu'une fois, bon, ça va faire une petite marque noire sur votre credit score, mais ça va disparaître assez rapidement si c'est la seule. Jusque-là, ça va. Si ça se répète, et surtout si ça se répète et que vous vous enfoncez
dans des prêts, dans des dettes, dans des utilisations de cartes de crédit de plus en plus importantes, vous risquez à un moment donné ou à un autre d'être mis en recouvrement. De recevoir par exemple une injonction à vous rendre au tribunal de la part d'un organisme de crédit qui va ainsi vous forcer à repayer vos dettes, que vous le puissiez ou non. Ça laisse une grosse marque sur le credit score. Une autre chose qui laisse une grosse marque, c'est si vous effectuez un arrangement à l'amiable avec votre organisme de crédit. Ça a l'air bien comme ça, mais ça indique quand même que, à un moment donné, vous n'avez pas été capable de rembourser votre dette comme c'était prévu au départ, et donc, bien, ça donne une pas très bonne image de vous. Et la dernière chose, la plus importante, la plus extrême, j'espère que personne qui me regarde là n'arrivera jamais à ce stade, c'est la faillite personnelle. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous déclarer en faillite personnelle. Un organisme de prêt peut également vous forcer à vous déclarer en faillite personnelle, d'ailleurs, c'est pas forcément que votre choix. Quand vous êtes vraiment dans la mouise, ça peut être intéressant parce que ça va un petit peu égaliser les choses, il y a certaines dettes, certains crédits qui vont être effacés. Le problème, c'est que ça met un certain temps à être rattrapé, c'est à peu près 6 ans. Alors 6 ans, c'est la durée normale, mais si, dans le cadre de la faillite personnelle, vous avez fait un arrangement avec un organisme créditeur pour que vous puissiez repayer sur plus de 6 ans, là, ça va mettre un petit peu plus de 6 ans. En d'autres termes, ça n'est pas une bonne chose du tout. Sinon, t'as pas l'impression d'avoir oublié un petit quelque chose? Ah, oui! Au Royaume-Uni, il n'y a pas de système d'évaluation central du credit score. Il y a un certain nombre d'organismes et chacun a son propre système, ce qui, je vous l'accorde, rend les choses un petit peu difficiles quand il s'agit de votre côté de planifier et d'essayer d'évaluer dans votre tête quel est votre code de crédit actuel. Par exemple, si vous passez par Experian pour vérifier votre credit score, il va varier entre 0 et 999. Si vous passez par TransUnion, ça va varier entre 0 et 710. Donc ça dépend vraiment des organismes. Il y a un truc quand même qui est un petit peu une sorte de légende urbaine que j'ai plusieurs fois entendue, j'ai vérifié et ça n'est pas vrai. Le fait de vérifier vous-même votre credit score en passant par exemple par l'appli de votre banque, c'est ce que je fais, ne laisse pas une marque noire sur votre credit score. Parce que ça, c'est un petit peu quelque chose qu'on m'avait dit au début, c'est que surtout ne vérifie jamais ta cote de crédit parce que ça va mettre une marque dessus et ça va faire baisser ta cote. Bon, ça se produit effectivement, c'est ce qu'on appelle un hard check, mais ça se produit uniquement quand un organisme de crédit vérifie votre credit score dans l'optique de voir si oui ou non on peut vous accorder un prêt. Exemple typique, quand vous faites une demande de carte de crédit, oui, ça effectue un hard check. Quand vous vérifiez votre score vous-même par le biais de l'appli Android de votre banque, c'est ce qu'on appelle un soft check. C'est juste un indicatif, c'est vous qui regardez le nombre pour voir où vous en êtes, mais il n'y a absolument aucun prêt qui en dépend derrière. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas trop si vous avez une banque dont l'appli vous permet de vérifier votre credit score, ou même si vous voulez vous inscrire chez Experian par exemple. Bon, ça va, vous en inquiétez pas trop. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il est possible que j'ai oublié l'un ou l'autre petit truc, voire que je n'en connais tout simplement pas l'existence, dans quel cas je vous présente mes excuses. Cela dit, tous les conseils que j'ai indiqués dans cette vidéo sont exactement les conseils que moi j'avais suivis, et mon credit score est absolument excellent partout. Donc ça ne devrait pas être un problème si vous faites la même chose et que vous restez prudent et responsable avec votre argent. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous aimez bien ce que je fais, que vous voulez en savoir plus sur la vie au Royaume-Uni, n'hésitez pas à suivre la chaîne, activer la cloche, partagez les vidéos, hein, faites-les tourner. Il y a peut-être plus de gens qu'on ne le pense qui restent intéressés par la perspective d'émigrer au Royaume-Uni, malgré le Brexit. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager autour de vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis bye bye en attendant une prochaine vidéo.